vous parle d'un parcours de vie, celui d'Anne Gorny. Générique. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonsoir, je vous demande de vous arrêter, fait sa rentrée. Enfin, c'est sa rentrée, non, je raconte. Tu dis ça tout le temps. Chaque fois. On fait pas sa rentrée, on est de retour. Est-ce que quand tu as un acte amoureux avec une femme, est-ce que tu dis « je vous présente ma rentrée » Ouais. Non. On fait comme on peut. J'ai fait ma rentrée, c'est super. Excuse-moi. Non, je vous demande de vous arrêter, de retour ce lundi 10 novembre 2025. Et déjà, ça commence par un fou rire de Laurent. Et évidemment, une petite toux après. Oui, toujours. Comment ça va les amis? Bonsoir Alain. Oui, bonsoir. À la réalisation ce soir. Ouais, c'est moi. Oui, comme d'habitude maintenant. Ouais. Et maintenant, comme d'habitude, maintenant. Ouais. Laurent. Ouais, moi je suis soulagé ce soir. Je suis soulagé. Pourquoi t'es allé aux toilettes? Non, aussi, mais Nicolas est chez lui et je suis content. Ah oui, c'est vrai. Ça te rassure. je suis content. Ça me fait quelque chose. Je suis content. Et bonsoir à Philippe aussi. Bonsoir à tous. Voilà, donc on est autour de la table, on est réunis et nous avons une invitée ce soir qui est Anne Gorny. Bonsoir Anne. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce que je vous Bonsoir, propose, Anne. c'est de laisser la parole à Philippe, puisque c'est grâce à Philippe que nous avons cette invitée ce soir. Anne Gorny, peux-tu nous présenter notre invitée, Philippe? La présenter, Anne, c'est une jeune femme de 56 ans, je crois, à peu près. C'est ça. Qui est pianiste, chanteuse, auteure, compositrice, interprète, qui fait plein de choses, qui est prof de musique également. Et alors c'est bien qu'on ait un petit peu rigolé au début d'émission, parce que je pense que ça va pas forcément... on va pas trop avoir l'occasion de rigoler. Bon, après, rien n'empêche une petite blague en passant, hein, mais on va parler d'un sujet grave, ce sont les violences intrafamiliales. Et moi, j'aurais peut-être une question à te poser dès le démarrage. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Alors, j'allais dire rapidement, ça va peut-être pas être facile, mais faut savoir que l'émission dure pas 3 heures, quoi, tu vois. Quoi qu'elle pourrait. Oui, Mais... il y a personne qui nous pousse derrière. On peut pas, il y a une émission derrière. Alors, je suis née dans une famille d'origine polonaise, des deux côtés, hein, ils étaient tous polonais. J'ai un frère, j'avais 4 cousins et tout ce monde-là vivait sur le même terrain dans 2 maisons mitoyennes. Donc j'étais la cadette de 6 enfants, ce qui n'a pas arrangé mes affaires. Puisque quand on est enfant et qu'on grandit, on teste son pouvoir sur les plus petits. Donc, vous imaginez, j'ai eu un peu les tests, j'étais le testeur de pouvoir de tous ces mômes-là. J'avais une mère assez féroce, on en parlera j'imagine au fur et à mesure. Un père très effacé, je pense qu'il était plutôt dépressif. Un oncle et une tante qui s'occupaient de leurs affaires, qui s'occupaient pas de la façon d'éduquer de ma mère, qui elle-même était dans une éducation, je dirais, qui faisait certaines choses devant les autres et d'autres choses quand il n'y avait pas les autres. Mon oncle était musicien et donc j'ai été très vite influencée et très vite j'ai désiré faire de la musique. Et donc, très rapidement, j'ai commencé à avoir quelques cours de musique avec mon oncle, et puis pris des cours de piano, et je suis partie donc en seconde, donc assez jeune, à Lille, pour faire des études de musique, option musique, donc ce qu'on appelle horaire aménagé. C'est-à-dire le matin, j'allais au lycée, l'après-midi, j'étais au conservatoire, et voilà. Et ensuite, j'ai continué mes études à Lille pendant quelques années avant d'arriver ici au Havre en 92. Donc, quand on a, nous, préparé l'émission avec mes acolytes, Philippe nous dit, il y a un film. Il y a un film que tu as fait il y a quelque temps. Et on a regardé ce film, donc sur les violences
intra-familial. Que tu as subi. Voilà. Donc, moi, je vais demander à Cyril, et je pense que Cyril le fera sans aucun souci, de mettre, quand on fera le podcast, de mettre le lien du film, parce que vous pouvez le voir sur la plateforme YouTube. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, et on l'a regardé. Alors, Il s'appelle Parcours de vie. Parcours de vie, tout à fait. Alors, je t'en ai parlé avant l'émission. Moi, j'ai vu ce film, mais waouh, c'est dur, hein. C'est très dur. Mais je maintiens quand même que cette dureté du film, elle amène quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, en fait, ça m'a amené, moi, ma propre réflexion sur ma propre famille. Et je me suis dit, mais ce qu'a vécu notre invité... est-ce qu'on peut pas dire aujourd'hui que nos parents ou grands-parents étaient pas dans cette mouvance-là? Et en fait, je cherchais, et je pense que c'est une erreur, quelque chose de dingue. Un truc horrible, un truc extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il n'y a pas de truc extraordinaire. Mais par contre, tu pointes le doigt sur un truc hyper important, à mon goût, enfin, au tien aussi, c'est la chronique de la violence familiale ordinaire. Donc, moi là-dessus, c'est là-dessus que j'aimerais te poser pas mal de questions. Forcément, on pense... Enfin, moi, quand j'ai vu le film, je sais pas vous, hein, les amis, mais moi, je pense au mot perversion. Alors, c'est vrai qu'il y a un mot qui ressort, qui est simple, qui ressort très facilement, qui est, parce que tu attaques beaucoup ta maman, c'est pervers narcissique. Donc, pervers narcissique, c'est quoi? C'est se présente comme souvent une personne charmante, séduisante, plus ou moins au début. Manipulation, pour servir ses propres besoins, amour, admiration, pouvoir, contrôle, dénigrer, critiquer, culpabiliser ses proches notamment, pour effectivement les déstabiliser, inverser les rôles, se faire passer soi-même pour une victime, ne supporte pas la remise en question, le manque d'empathie réelle, ne ressent pas sincèrement les émotions des autres, et peut pratiquer le gaslighting, qui est en fait de faire douter les autres de sa propre perception de la réalité. Et en fait, moi j'ai pensé à ça. Donc le problème, c'est que moi je l'ai vécu en tant que mec. Je pense que d'autres personnes l'ont vécu, je pense aux femmes notamment, et en fait on s'imagine pas le mal que ça fait. Donc toi, moi j'ai presque envie de te demander, tu l'as vécu, à quel moment tu t'es aperçu que vraiment tu subissais ça? Est-ce que vraiment t'étais, tu dis là il y a un truc qui va pas? Ça c'est une bonne question. Pendant très très longtemps, je me suis dit que c'était moi qui déconnais de toute façon. Donc culpabilisé, voilà. Non, c'était pas l'autre, c'était moi. De toute C'était façon. normal donc de subir ça? C'est pas que c'était Alors, normal, entre guillemets, de subir ça, mais c'était de toute façon moi qui ressentais ça, donc c'était de ma faute. D'accord. Et comme en face, j'avais aussi au moins ma mère qui me disait que de toute façon, en gros, si ça se passait comme ça, c'était aussi de ma faute. Donc de toute façon, c'était de ma faute. Voilà. Et comme quand on est enfant, quand on est jeune adulte, quand on a la confiance qui est massacrée, voilà, c'est de ma faute, quoi. Donc voilà. Et à quel moment j'ai inversé la vapeur en disant non, il y a vraiment quelque chose qui va pas, je ne sais pas. Tu sais pas Je vraiment? ne sais pas à quel moment. Non. Est-ce que Je pense qu'il y a eu des petites touches, et puis il y a eu des moments où je parlais d'écroulement tout à l'heure quand on préparait l'émission, et je pense que c'était ça en fait. C'était à des moments non, mais de toute façon c'est en face que ça va pas. Il y a quand même des choses, il y a des abus psychologiques, il y a des choses qui vont pas, et à des moments, je me réécroulais en me disant mais non, mais c'est toi, ça va pas, c'est toi qui, etc. Oui, c'était un peu le yo-yo. J'ai basculé, et ça a été une horreur totale, cette bascule comme ça qui a duré, je sais pas, 25 ans, 30 ans. quelqu'un te l'a dit aussi peut-être un jour, non? Fais attention, ce que tu vis, c'est pas normal. Non? Personne te l'a dit? Non, personne me l'a dit. Personne te l'a dit dans ton entourage? Non, parce que j'en parlais pas. Ah voilà. J'en parlais pas parce que c'était de ma faute. Donc j'avais honte, donc je me taisais. D'accord. Tu peux nous donner des exemples, si ça te dérange pas, de ce que tu subissais, de ce qu'on te faisait, pour qu'on se rende bien compte, quoi, en fait. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple?
Par exemple, alors en fait le truc c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a eu une espèce de plus quoi. Puisqu'il y avait ma mère, il y avait mes cousins aussi. À l'école, évidemment, à l'école, j'étais victime toute trouvée, voilà, des petits camarades aussi, qui venaient me chercher. Par exemple, j'avais souvent à la maison des remarques sur, par exemple, quand je regardais un film et que j'avais une émotion, il y avait forcément quelqu'un qui se foutait de moi. Tu pleures, voilà. Par exemple, tu vois un film triste, tu voilà, pleures, ça y est, on se moque de toi. Voilà, on se moquait de moi, voilà. On se moquait de ma taille, de mon poids, de mes formes. On se moquait aussi. Mon frère et ma cousine étaient de la même année à 2-3 mois près, et ils avaient un peu plus de 2 ans plus que moi. Et régulièrement, il me racontait des tas de trucs que je trouvais passionnants, qui étaient des choses, par exemple en maths, il m'expliquait des machins, moi je trouvais ça passionnant, je me disais, oh là là, ils savent tout ça, c'est dingue, c'est génial de savoir ça, etc. Et puis au bout de 10 minutes, ils éclataient de rire tous les deux, et je me rendais compte qu'en fait ça faisait 10 minutes qu'ils se foutaient de moi, donc ils me prenaient vraiment pour la reine des... Voilà. Et c'était extrêmement blessant. Et c'était... régulier. Voilà, c'est le côté répétitif. C'est le côté répétitif. Alors moi, je veux juste dire que les violences intrafamiliales, j'y ai trouvé une définition qui est ce qu'elle est. Toute forme de violence commise par une personne ayant un lien de famille, bien sûr au sens large du terme, avec la victime, et que cette personne réside ou non avec la victime, parce qu'effectivement, ça peut être oncle, tante, enfin, personne qui ne vivent pas. Mais en fait, toi, tu avais quand même la double peine, parce que en fait, ta famille, il y avait des maisons. Tu nous disais que tu vivais dans une maison mitoyenne. Oui, c'est ça, oui. Donc en fait, mes cousins étaient là tout le temps. Enfin, ils étaient. C'est comme si on était 6 enfants dans le même jardin, quoi. Voilà, de toute façon, exactement. Donc du coup, j'étais la cadette de 6 enfants. Donc ça fait. Donc les actes de... ça le fait pas. Les actes violents, ils peuvent être aussi bien physiques. Oui, tout à fait. Oui. Sexuels, psychologiques et verbal. Sexuel, j'ai pas eu. J'ai eu verbal, j'ai eu physique et j'ai eu psychologique en effet. Bon, enfin, ton frère, il en a fait une sympa quand même. Hein. Ton frère, sexuellement. Oui, alors mais là, qui ne te concerne pas, mais là, voilà. Elle est rock'n'roll l'histoire. Oui, quand même. C'est quand même. Tu peux nous raconter. C'est simplement qu'on vivait ensemble dans un appartement parce qu'on faisait tous les deux nos études à Lille et voilà et on vivait tous les deux dans une, enfin on dormait tous les deux dans une même pièce et lui il ramenait sa nana et voilà quoi, il lui plavoue quoi. Donc puis des fois voilà je rentrais et puis là-haut ça a besogné sérieux. Enfin voilà. Donc c'était très et ça jamais à aucun moment ça te gênait. Ça l'a gêné. Mais j'ai envie de te dire la femme non plus quoi. Non. Ça la dérangerait pas. Non, a priori non. D'accord. Mais tout ça, ce sont des actes qui peuvent paraître, entre guillemets, alors je dirais pas anodins, ça serait un peu exagéré, mais on s'imagine pas que ça puisse, de manière, comme tu disais, répétitive. Ça ressemble quelque part, tu sais ce qu'on dit sur le répétitif, c'est du harcèlement. C'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que s'il y avait un truc ici, et puis un truc là, et puis bon, allez, un petit troisième là, mais voilà, quasiment pas grand-chose d'autre, ça aurait pas été grave. Là, il y avait la mère il y avait le frère il y avait les cousins il y avait à l'école il y avait, ça faisait beaucoup pour une même personne, en fait. Et ça, c'est extrêmement destructeur. T'avais pas d'amis, de copains de classe, de copines J'avais un petit peu de copains de classe, mais j'étais aussi dans... ma mère m'ayant appris la peur finalement très tôt et le fait de se méfier de l'autre, du coup j'étais quand même assez solitaire et j'avoue que c'était un peu compliqué pour moi la relation aux autres. Je savais pas trop comment me situer, comment être avec les autres. Et du coup, j'étais un peu enfermée dans mon monde. Je lisais beaucoup quand j'étais gamine. Après, donc il y a eu la musique qui est arrivée, donc j'ai beaucoup travaillé la musique. Donc voilà. Encore aujourd'hui, je suis plutôt dans mon monde et c'est un peu compliqué la relation aux autres. Hein. Ça, c'est une séquelle. Donc en fait, ta vraie personnalité, elle n'est pas encore révélée parce que tu vivais un peu par procuration. Ouais, c'est ça. Oui, quand on est beaucoup dans les livres, oui, tout à fait.
Oui, c'est ça. Il y a une part de ma personnalité qui n'est pas épanouie, qui n'arrive pas à prendre sa place. Au début du film, on a parlé un petit peu du film tout à l'heure, tu fais toute une énumération, je vais y arriver, où tu dis quand elle fait ci, quand elle fait ça, quand il fait ceci, quand il fait cela. Il y a beaucoup de elle et peu de il. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on en a un petit peu parlé avant l'émission, et tu as dit que le il était au pluriel en réalité. Ça veut dire que c'est plus ta maman qui te faisait subir tout ça, ouais. Oui. Un petit peu ma grand-mère aussi, mais surtout ma mère. Surtout ma mère. Mon père, jamais. Mon père, il a été... c'est la seule personne de ma famille dont je suis sûre qu'il m'a aimée. Mais il n'est jamais intervenu. Il n'est jamais intervenu non plus, mais parce que ça ne se passait pas forcément devant lui, tout ça. D'accord. Il n'était pas là, tu vois. Et t'as jamais pu lui en parler? Parce que ça aurait pu être aussi la bouée de sauvetage, quoi. Si, j'en ai parlé, mais très mal, et dans un moment où il n'était pas en capacité de recevoir ça, il était en pleine dépression, vraiment c'était... Mais ce qui est toujours gênant, on va dire, quand on reçoit des invités qui nous racontent leur vie, parce qu'on a déjà fait une émission de ce type il n'y a pas si longtemps, c'est de rentrer dans la vie privée des gens. Et c'est vraiment intrusif. Moi, je vois, quand tu nous parles, tu es plutôt à l'aise avec ça. Est-ce que le couple de tes parents était un couple difficile? Est-ce que ça... Heureux déjà, peut-être? Ouais, parce que est-ce que ça transparaît? Est-ce que ça transparaît pour vous? Comment vous viviez? Tu parlais de vacances dans le film, que tu partais au ski. Oui, parce que c'est une famille confortable quand même, voire très confortable. Oui, voilà. Oui. Et comment, toi, tu ressentais les choses? Il y avait une certaine normalité, parce que très souvent, quand on va à l'école et qu'on rencontre d'autres personnes, on se dit, ah bah oui, mais là, il y a quelqu'un qui est en train de m'expliquer, finalement, ma vie, c'est peut-être bizarre, je sais pas, je ressens pas ça chez les autres. Est-ce qu'à un moment, tu ressentais des choses pas claires? Et tu t'as posé de questions, mais tu n'en parlais pas pour autant. La preuve, tu as eu du mal à parler à ton papa. De cela. Oui, tout à fait. Non, en fait, là où il y avait quelque chose qui me semblait très différent, c'est le fait que mes parents ne se touchaient jamais. D'accord. C'est-à-dire que ma tante et mon oncle, je me souviens une fois, ma tante est en train de faire un truc dans la cuisine, je sais pas quoi, elle est en train de... Et il s'est mis derrière elle, il lui a fait un petit bisou dans le cou, voilà. Et moi, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'était presque obscène pour moi. Non, mais c'est vrai, c'était presque obscène pour moi, tellement la tendresse était... Il n'y avait pas de tendresse entre mes parents, ni entre ma mère et ma grand-mère, ni encore moins entre ma grand-mère et mon père. Et je me suis dit, oh... Ils n'étaient pas tactiles. Non. Ils étaient pas tactiles. Puis quand je me coupais un doigt, moi, je me faisais d'abord engueuler, quoi. C'était pas, bon, bah attends, c'est pas grave, ou t'inquiète pas, etc. Non, je me faisais rétamer la tronche. C'était vraiment... Vite, achetez-lui un hôpital. Donc, c'était là où j'ai vu le décalage. Quand tu voyais des couples à l'extérieur s'embrasser, se tenir la main, c'était choquant pour toi? Ah, c'était un peu fascinant, en fait. Tu vois, c'était un côté un peu... je les regardais comme ça. Des fois, je me souviens, quand j'étais gamine au restaurant, je regardais les gens comme ça, je les fixais comme si leur façon d'être vachement détendue, tout ça, c'était un truc pour moi fascinant et incroyable, quoi. Ma mère était très raide physiquement. Mon père, il était comme ça, bougon, avec les yeux à moitié un peu voilés. Enfin, il n'était pas très vivant dans sa façon d'être, etc., quoi. Et je pense que mon père subissait aussi le harcèlement de ma mère, enfin les pressions de ma mère, et voilà, quoi. Tu penses que c'est quand même générationnel, cette manière de faire? Est-ce que les autres enfants qui étaient à l'école avec toi, je vais pas dire forcément subissaient la même chose, mais avaient une éducation plus dure que peut-être qu'aujourd'hui, quoi? Elle réfléchit. Je me souviens pas. Ouais. Je suis en train de réfléchir. Je ne me souviens pas, par exemple. C'est pas la télé. Je ne me souviens pas à l'école primaire avoir entendu des enfants dire combien c'était dur à la maison, etc.
Je me souviens pas au collège non plus. Et je me souviens pas au lycée non plus. Au lycée, je pense que j'avais plutôt des enfants de mon âge, des adolescents de mon âge, avec des parents qui étaient plutôt cool, quoi. Ouais. Globalement, franchement, en plus des gens, je côtoyais beaucoup de gens, de musiciens parce que j'étais au conservatoire. Enfin voilà Oui. quoi, Un peu baba cool aussi en même temps. ouais, un pour peu ce certains, côté ouais. très ouvert, etc. Donc il y avait une différence quand même. Alors justement, on va pouvoir entendre aussi, parce que les choix musicaux, ce sont les tiens ce soir, et ce sont des extraits du film. Oui, tout à On va fait. commencer par écouter la première chanson qui s'appelle « La jolie vitrine ». Il était une fois une si jolie famille. Papa, maman et leurs 2 enfants. Une fille, un garçon, tous en bonne santé. Une belle maison, non, plutôt 2. Une plantée en bord de champ, une posée près de la mer. Petite ville tranquille. Un jardin pour jouer, des champs pour courir, une mère pour s'ébrouer, un chat à câliner, 2 salaires à la maison. Les repas étaient copieux, les gâteaux maison nombreux, les plats familiaux chauds et bons, des fruits et légumes frais, pas d'aliments congelés, pas de plats achetés tout faits, pas de sucreries chimiques, un suivi médical régulier. Gâtés à Noël ou pour leurs anniversaires, propres sur eux, lavés, peignés, vêtus correctement, la lessive, le ménage, les poussières, la vaisselle faite, la maison rangée, les vitres nettoyées, une femme de ménage. Équitation, tennis, table de ping-pong, chaîne hi-fi, argent de poche, livres, disques. Ils avaient tout. Les séjours en colo, les voyages en famille, le ski en hiver. Ils avaient tout. Attiré par la musique, des cours lui sont donnés. Son oncle, sa cousine, une professeure particulière, un piano dans chaque maison, études à Lille, payée, soutenue, financée par ses parents, jusqu'à ce qu'elle parte au Havre pour un véritable emploi, un vrai salaire. Salut, c'est Michael Jones. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Voilà, donc La jolie vitrine, chanson courte, mais qui dit beaucoup de choses. Ça présente le cadre. A priori, tout est plutôt favorable à un C'est épanouissement personnel, C'est ça. puisque le contexte est extrêmement positif C'est ça. quand on t'écoute. C'est ça, on avait tout. Et Matériellement, on avait tout. T'avais tout pour être heureuse, quoi. Oui. Oui. Oui, tout à fait. On habitait à la campagne, la 2e maison c'était près de la mer. Enfin, voilà, qu'on partait en vacances en plus. On a été, je sais pas, en Corse, en Yougoslavie. On a été en montagne. On a été l'été en montagne et l'hiver également. Enfin, ouais, c'est juste, on se dit, waouh, fantastique, quoi. C'est juste merveilleux. C'est une jolie vitrine. Voilà. Mais derrière. voilà. Et c'est le 2e tableau du film, c'est justement pourquoi il y a autant d'angoisse chez moi, pourquoi il y a autant de mal-être, de souffrance, de pourquoi à l'intérieur, c'est ce que j'ai appelé chaos émotionnel. C'était vraiment ça. C'est comme une balle magique émotionnelle à l'intérieur où je passais par des états de dingue et je ne comprenais pas. J'ai mis donc hyper longtemps, plus de 20 ans, à comprendre cette dichotomie, ces deux états qui n'allaient pas du tout ensemble, quoi. Alors effectivement, tu montes la jolie vitrine, mais quand même, ce que je remarque dans la chanson, notamment sur la dernière partie, bah tu gueules, quoi. Bah moi je trouve que tu gueules. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu rouspètes. Ouais. Oui, c'est T'es vrai. pas contente et tu parles oui, plus c'est vrai. fort. Mmh. Tout à fait. Donc c'est énervant quand même au bout du compte. C'est positif mais c'est énervant. Limite c'est de se dire mais comment on peut en arriver là alors que on avait tout. Ben, c'est ça. C'est ça qui est insupportable et qui est inacceptable. C'est comment c'est possible quand on a autant de choses matériellement, on soit
aussi malheureux. Comment c'est possible que d'un côté, on ait une mère qui donne tout et on ait une mère qui reprend tout? C'est terrible. Ouais. C'est terrible, en fait. Et on ne sait pas faire avec ça, puisque d'abord, j'étais enfant, après, voilà, même quand on est ado, etc. Jeune adulte, on vit avec tout ça. Puis jeune adulte, du coup, moi j'étais sur l'île, je commençais ma vie de musicienne, etc. Donc j'étais occupée à ça aussi. Donc, et puis à un moment donné, je suis arrivée au Havre, je me suis effondrée. Je me suis effondrée dans une grosse dépression. Là, je me suis dit, bon, bah là, soit je fais quelque chose, soit je saute par la falaise. Hein. C'était clair. Donc j'ai fait quelque chose. Je voulais pas mourir, je voulais vivre et je voulais comprendre et je voulais me sortir de cette souffrance-là, quoi. Oui, mais pourtant, quand t'es arrivé au Havre, justement, t'étais un peu libérée de tout ça. Puisque tes parents étaient pas là, quoi. Enfin, ta mère était pas là. Non, on n'est pas libéré de ça. Enfin, libérée même si j'avais... au sens direct, j'entends. Oui, mais le sens direct, c'est terrible, mais le sens direct, même si la personne n'est plus là, elle est à l'intérieur de la tête. C'est-à-dire les injonctions maternelles, moi je les avais intégrées bien comme il faut. Ouais. Et donc c'était moi maintenant, tu vois, qui me donnait des ordres, qui me disait fais ci, fais ça, qui me flagellait pour bosser, pour avancer, pour et tout, quoi. Tu vois, donc en fait, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est un schéma de pensée et un schéma de pensée qui me faisait du mal. Du coup, c'est moi qui continuais à me faire du mal, à me maltraiter, voilà. Je crois que quand on s'effondre, ça prévient pas, de toute façon. Hein. Ça prévient pas. Alors, il y avait une dernière étape quand j'étais à Lille, où j'ai une relation qui m'a fait du mal, une relation amoureuse qui m'a fait du mal, et donc du coup j'étais dans cette... Ça a bousculé aussi beaucoup de choses, parce qu'en plus c'était de nouveau une relation toxique, forcément, bien sûr, tant qu'à faire, pas boum. Et donc du coup quand je suis arrivée toute seule ici au Havre, sans connaître personne, ça fait drôle quand même, quoi. Ça fait drôle quand même. C'est très difficile, et j'en parle en connaissance de cause, d'arriver dans une ville où tu connais personne, où t'es... Bon, moi, je suis parti à 1000 km d'ici à une époque, et je suis resté 2 ans. Je suis revenu en courant parce que à un moment, c'est plus possible, quoi. Enfin, mais voilà, c'est vrai que c'est difficile de partir de tout laisser derrière soi et puis d'arriver dans un endroit où on connaît personne, où on connaît pas la ville, où on connaît rien, quoi, en fait. Tout à fait. Mais justement, c'était aussi l'occasion pour toi de rencontrer des gens, surtout par la musique. Je veux dire, ça permet de rencontrer du monde. Oui, tout à fait. Et en fait, quand je suis partie de Lille, alors il y a une rencontre aussi avec un musicien avec qui on a eu des projets, etc. Donc, qui m'a permis de venir sur le Havre. Et puis, je me suis dit, venir sur le Havre, ça va me sauver la vie. À Lille, j'étais entourée de musiciens extraordinaires, de gens vraiment super, mais tous abîmés par la vie. Ouais. Vraiment, tous abîmés par la vie, avec des parcours de dingue. Et je me suis dit, mais jamais ils pourront m'aider, quoi. Et moi, je vais jamais pouvoir les aider non plus. Ça me semblait pas possible. C'est un problème du Nord, alors. C'est le Nord. Et je me suis dit, au Havre, je vais peut-être trouver quelque chose qui va m'aider, qui va me sortir de tout ça. Et là, t'as pensé à Édouard Philippe. Non, je rigole. Non, à moi. Il n'était pas encore là. Alors, tout à l'heure, tu as dit un truc. T'es passé rapidement sur... tu as eu une relation avec quelqu'un, ça s'est pas bien passé, basta. Moi, la question qui me vient, c'est est-ce que quand on a vécu certaines choses, tu sais, on a toujours tendance à penser qu'on refait les mêmes erreurs au fil de sa vie. Est-ce que tu crois que cette relation-là, inconsciemment ou consciemment, c'était un peu une suite de tout ce que tu avais vécu? Bien sûr, clairement. J'étais fracassée, j'avais aucune confiance en moi. Donc, le gars qui s'approche un peu de trop près et qui d'un coup devient hyper sympa, en plus c'est un musicien qui m'a appris plein de trucs, etc., ben forcément, je vais tomber dans le piège. Et lui, c'était un piège. Bah oui, c'était un gars c'était un grand séducteur, comme on dit, voilà. Mais il avait, voilà, il sautait sur tout ce qui portait des seins et donc, voilà. Donc j'en portais aussi, donc voilà. Quelle idée. Est-ce que t'as eu le sentiment en fait d'être une proie dans cette relation amoureuse? Oui, pareil. Non.
Non, j'étais pas non. Non. Mais simplement, je pense que quelqu'un s'intéressait à moi en me donnant quelque chose de vachement fort lié à la musique, qui était extrêmement important, qui était primordial pour moi à l'époque. Donc forcément, je suis tombée amoureuse. Voilà. Après, c'était quelqu'un, voilà, qui était toxique. C'était quelqu'un qui, voilà, qui donnait puis qui reprenait d'autre côté, quoi, comme ma mère, quoi. C'était le même schéma, c'était le même principe, quoi. C'est toi qui as arrêté la relation ? Oui, je pense que oui. Oui, mais c'est pas clair, hein. Non, ça commence à dater, donc. Mais je pense que oui, en fait, à un moment donné, j'ai dû dire stop et arrêter parce qu'il tenait un endroit aussi dans lequel je jouais, et donc voilà, j'ai plus mis les pieds. Enfin, j'ai vraiment pris une grosse distance. Donc, t'as un moment, t'as quand même eu la réaction de pouvoir dire stop, quoi. Oui. T'as été capable de ça. Oui. Alors, moi, ce que je trouve intéressant par la suite, et je pense que ça serait intéressant qu'on passe sur ce volet-là, à quel moment, j'ai envie de te dire, parlons psychanalyse. À quel moment tu décides d'aller démarrer ce grand parcours qu'est la psychanalyse ? Alors, j'ai pas fait que de la psychanalyse, mais en effet, la première démarche, ça a été un début de psychanalyse. En fait, parce que j'ai rencontré une nana qui était très branchée sur tout ce travail psy, etc. Puis elle a commencé à m'en causer. Et Parce que tu lui avais raconté ton histoire ou... Oui, parce que j'ai commencé à raconter des choses. Et donc du coup, voilà, au fur et à mesure du temps, et puis comme j'allais vraiment très très mal, et à un moment donné, donc elle m'a un petit peu poussée à faire quelque chose. Et puis moi, le jour où je me suis dit comme on se dit, tiens, faut que j'aille chercher du pain, je me suis dit d'ici peu, je vais sauter de la falaise. Là, je me suis dit faut peut-être que je fasse quelque chose quand même de sérieux là. Donc voilà, j'ai appelé au secours et j'ai commencé ce travail. T'as fait des TS ? Non. Mais tu pensais... TS, tentative de suicide pour nos auditeurs, quand même. Non, j'ai pas fait de TS, mais par contre, j'ai picolé pas mal. Ouais, j'ai picolé pas mal. J'étais alcoolique dans le sens où j'avais besoin de boire tous les jours. Pas forcément beaucoup, j'étais pas bourrée tous les jours, mais j'avais besoin de boire tous les jours pour me détendre, pour me calmer, pour m'apaiser, etc. Donc quand j'étais à Lille, voilà, je buvais plusieurs vodkas tous les soirs quand je jouais. Oui, sans tu le aucun dis dans problème. Le film d'ailleurs. Tu parles d'alcool dans le film. Oui, l'alcool a été très présente et ça m'a permis de calmer ma souffrance, de calmer ma colère. J'avais une colère de dingue. Donc là, la musique, quand vous jouez de la musique, quand vous tapez sur un piano, là, c'est pas mal pour la colère. J'aurais pu faire de la batterie aussi. Taper sur un piano quand même. Oui, taper sur un piano, c'est un instrument de la famille des instruments à percussion, le piano. Oui, bien sûr. Vraiment, moi, je tapais t'aurais pu dessus. jouer et sur non, un moi, piano. je tapais dessus. C'était vraiment je me battais avec, je tapais dessus. Ça m'a évité de taper sur les autres, ça m'a évité de taper sur moi, ça m'a évité de faire du mal, et je pense que ça m'a évité justement de passer à l'acte contre moi, en fait, vraiment. Ouais. Tu t'es fait quand même du mal à certains moments? Ah ouais, je me suis Style scarification, style choses comme ça, non? Non. Mais je me suis fait du mal, oui, je me suis fait du mal à une colère monstrueuse, ça fait énormément de mal, ça prend une énergie de dingue. Dans le film, tu dis violence contre moi-même. Ah oui. Puis l'alcool, et puis le fait de se coucher à des heures impossibles, voilà, la clope, je fumais comme une folle, enfin, voilà, bien sûr, je me suis fait beaucoup de mal, je mangeais n'importe quoi, enfin bon, en plus j'avais pas beaucoup d'argent, donc voilà, je mangeais des pâtes, la sauce tomate avec du fromage, puis des fois c'était du fromage avec de la pâte et la sauce tomate. Voilà, je veux dire, voilà, tout ça c'était dans le même, je mangeais beaucoup, je mangeais trop de sucre, enfin voilà, tout ça c'était dans le même processus en fait d'auto-maltraitance venant d'une certaine forme de maltraitance, quoi. D'autodestruction. D'autodestruction, ouais. Donc ce parcours psychanalyse, comment ça se passe? Parce que tu as fait ça quand même, si j'ai bien retenu ce que tu nous as dit tout à l'heure, 30 ans. 30 ans, ça a duré 30 ans de travail divers et variés, de thérapie. Alors quoi d'autre que la thérapie?
Alors, je suis passée par plein de trucs. Je suis passée par la kinésiologie, je travaille sur la sophrologie, je travaille sur la relaxation. J'ai travaillé avec une thérapeute plutôt comportementale où justement on essaye de trouver des solutions à voilà, aujourd'hui ce qui se passe, comment on peut contrer ce truc-là plutôt négatif et rajouter du positif dessus. J'ai fait un stage incroyable alors je ne sais plus comment s'appelle cette méthode, mais vraiment de travail émotionnel. Voilà, et c'était d'une puissance de dingue. Voilà, j'ai fait plein de choses comme ça. Et puis, j'ai écrit des textes, j'ai écrit des chansons, donc j'ai raconté des trucs aussi. J'ai fait un disque en 2018, donc j'ai raconté aussi déjà des choses un peu en lien avec toute cette histoire. Et puis j'ai fait le film. En fait, le déclic pour faire ce film, ça a été une soirée avec une amie. Au restaurant, on discute de nos enfances respectives, et puis je me mets à parler de ma mère, mais de manière très colérique, très coléreuse, très voilà, toute la colère qui sort, etc. Et puis je rentre chez moi et je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait en fait? En 3 heures, tu as balancé de la colère dans la tronche à une amie qui était là passer une bonne soirée. Elle a dû passer une bonne soirée, dis donc ta pote. Donc là, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux plus faire ça et je peux plus porter cette colère. Il faut que je fasse quelque chose. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Ça fait quand même 30 ans que je fais des thérapies. Cette colère-là, elle reste. Qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, écoute, t'es un peu musicienne quand même, t'es un peu chanteuse, t'écris des chansons, peut-être tu peux commencer par ça. Et j'ai commencé à écrire des textes. Et très vite, je me suis rendu compte que ça serait pas un disque, qu'il me fallait des images. Très vite, je me suis rendu compte que je ne chanterais pas, mais que je parlerais ces textes. C'est une question que j'allais te poser. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que tu chantes bien, j'aime bien ta voix. Donc Merci, mais parce que je pense que j'avais besoin de parler, comme on parle à quelqu'un en disant, écoute, là ça va pas, là ça marche pas, là je me sens comme ci, là je me sens comme ça. Et comme les fois où j'ai pu parler à ma mère, ça a été plutôt catastrophique, j'avais besoin de continuer à parler pour être entendue. Voilà. Sans avoir de retour. Sans avoir de retour ou sans avoir ses retours à elle c'était hyper dans ce sens-là, négatifs, hyper... Oui, tout à fait. Alors, revenons sur le film. Tu as su t'entourer aussi parce que la grande qualité de ce film, c'est justement sa qualité. C'est extrêmement bien fait. Très belle phrase. La qualité de ce film, c'est sa qualité. Et l'encadrer. Et le défaut du film, c'est quoi? Non, je trouve que tu étais bien entouré quand même. En fait, j'étais un peu folle aussi, c'est que je voulais faire un film sans savoir faire un film. Moi, je suis pas du tout réalisatrice, j'ai jamais fait un film, un clip ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit là... faut que je trouve des gens qui sachent faire, quoi. Et donc, je connaissais Olivier Lecoeur du studio Nolulu, donc j'avais déjà travaillé un peu avec lui, et donc je lui ai dit, est-ce que tu veux bien travailler avec moi là-dessus, faire les enregistrements, etc. Donc, je savais qu'avec Olivier, je serais en toute confiance. Et puis, je lui ai dit, mon projet, c'est ça, est-ce que tu connais quelqu'un qui serait capable de réaliser? Et donc, il m'a emmené voir Alexandre Zenakis. Et donc voilà. Ensuite Antoinette Varocki, qui est une amie que je connaissais depuis un moment, avec qui je travaillais, qui m'a fait travailler la voix, qui m'a fait travailler le corps, que l'on voit danser aussi sur un des tableaux dans le film. Et Simon Leroux, qui est donc le fils d'amis à moi, qui est graphiste et qui travaille autour de la vidéo, etc., et avec qui a fait des dessins pour le film, tous les dessins et toutes les animations, des mots qui tombent, de tout ça. C'est Simon Leroux qui a fait tout ça pour le film. Et puis, il a fait tout un travail de recherche. On a fait tout un travail de recherche avec Antoinette, tous les trois. Pendant 3 jours, on a exploré différents plans. Alors, juste un truc très rapide. Comment tu l'as financé ? Alors, je l'ai financé par des sous-persos et je l'ai financé aussi par un petit héritage que m'a laissé mon père à son décès. C'est le fameux Daniel Gorny. C'est le fameux Daniel Gorny, voilà, qui est producteur de ce film. Involontaire. Voilà. Involontaire, et sans le savoir. Mais je trouvais que c'était une bonne... aussi un clin d'œil, parce que je sais qu'il a souffert de cette femme, de ses agissements, de sa façon d'être.
que je pense qu'il a souffert aussi de violences intrafamiliales en tant qu'enfant, clairement, qui lui était franchement alcoolique. Mon père était franchement alcoolique. Et je me suis dit que c'était une manière de... Comme si, en le mettant en tant que producteur dans ce film, je réparais un petit quelque chose. Lui rendre un peu hommage, quoi. Ouais, tu vois, c'était un petit truc de... je sais, papa. Je sais ce qui s'est passé. On n'en a jamais parlé, t'en as jamais parlé. Mais je sais. Je sais pas tout, mais grosso modo, j'ai compris l'affaire. Donc voilà, c'est une manière de l'emmener sur ce chemin-là aussi avec moi. On va écouter justement un deuxième titre qui s'appelle « Enfant dressé ». Oui. On va continuer à explorer les chansons de ce film. Enfant, dressé, dompté, maîtrisé, à coups de coups de semonce. Petit soldat au garde à vous, soumis par la force. Enfant, silencieux, calme, rendu, anxieux par la violence. Vulnérable, car en doute, par la culpabilisation, la manipulation, l'humiliation. Petit soldat, avançant, en rang, serré, en dents, serré, brisé. Qui en fait l'apprentissage de la peur. Tôt. Très tôt. Très tôt. Trop tôt. Général Polichinelle qui leur apprend la méfiance envers l'étranger. Parents dragons qui leur inculquent la confiance en leur famille. Les faits vous contredisent. Mensonge. 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 Confiance en leurs propres parents. Les faits vous contredisent. Mensonge. 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 Confiance en leurs frères et sœurs. Les faits vous contredisent. Mensonge. 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 En leurs oncles, en leurs tantes. Mensonge. En leurs cousins, cousines. Mensonge. En l'ami de la famille. Mensonge. Les faits vous contredisent. Ta fierté était de me voir en public, si calme et si poli. Mais qui sait que j'avais peur? Enfant, soumis par la force. Enfant, soumis par la force. Enfant, soumis par la force. Bonjour, c'est Virginie Lefebvre. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Oh, quel enchaînement. Ouais. C'est marrant, hein? Mensonge. Non, mais c'est marrant là, avec le lien avec Virginie Lefebvre. Oui, oui. Enfin, c'est tout marrant, à fait. c'est une expression. Oui. Parce que j'allais poser une question après par rapport à Ah, ça. vas-y. Excuse-moi. Non, c'est tout bon. Non. Non, parce qu'en fait, par le pur hasard, Alain nous a mis le jingle avec Virginie Lefebvre, qui est médium. C'est quoi ton rapport avec la mort? Je suis terrifiée par la mort. Et celle de tes parents? Tu leur parles? Est-ce que je parle à mes parents qui sont morts? Ouais. Non. Si, à mon père de temps en temps. Ah, tu vois? J'ai une photo de mon père et voilà, je lui cause de temps en temps, mais... T'es sûr qu'il a vu ton film? Là où il est? Non. Non, je pense pas, non. Il a pas vu? Non, je pense pas qu'il y ait qu'on continue à vivre dans une espèce d'autre dimension, tu vois, On est parti. Je pense que, voilà, comme quand on s'endort, on sait pas ce qui se passe autour de soi. Quand on meurt, c'est la même chose. On sait plus rien. Pour moi, c'est pareil. Et c'est pour ça que ça me terrifie, en fait. Ah, d'accord. C'est parce que je crois pas à quelque chose d'après.
Alors Virginie Lefebvre, dont le jingle est passé juste après, effectivement, elle est médium. C'est la marraine de l'émission. Et en fait, son métier, c'est de parler à des consultants, des gens qui viennent la voir, et de délivrer des messages que les défunts qui ont bien voulu la contacter ont à passer aux vivants. D'accord. Elle travaille depuis plusieurs années maintenant dans toute la France. Elle a des permanences chez elle en Normandie, à Saint-Laurent-de-Brévedent. D'accord. Et elle a un planning de rendez-vous qui est assez délirant. Oui, c'est sur 2 ans. Hein. Non, plus que ça C'est maintenant. plus que ça maintenant. 5 ans. 5 ans. C'est dingue. Les rendez-vous maintenant, c'est 2000. Moi, une fois, je lui ai dit en rigolant, on a le temps de mourir 10 fois. Je vous parlerai de là-haut. Ça sera plus rapide. C'est pas faux. Pour revenir à la musique qu'on vient d'entendre, c'est cette impression que tu as d'avoir eu cette enfance un peu militarisée. Ouais, Très militaire enfance, oui, tout à fait. Non, Oui, mais de je toute pense façon, que c'est c'est enfant volontaire, oui. dressé, petit Ouais. soldat. C'est vraiment, c'est cette idée-là, quoi. Oui, j'ai été dressée. Moi, par ma mère, j'ai pas été élevée, j'ai été dressée. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait une demande de ma mère. Il fallait que ma réaction soit cette réponse-là à sa demande. Mmh. Donc Sinon, c'est militaire, quoi, en fait. Hein. Oui. Complètement. Oui. Et en même temps, toujours la même chose, en même temps avec un discours ouvert sur je t'aime ma fille, quoi que tu fasses dans la vie, de toute façon. Enfin, Alors, voilà, même en etc. tête à tête ou uniquement quand il y a du monde? En tête à tête aussi. D'accord. Ouais, parfois aussi. Ouais. Et c'est pour ça c'est que dans étonnant, cette ça. chanson, je dis tout le temps mensonge, parce que j'ai l'impression d'un énorme mensonge autour de la famille, et du coup j'ai l'impression que c'est un énorme mensonge social autour de cette famille, puisqu'on présente la famille comme étant toujours le lieu du grand bonheur, le lieu où tout va bien se passer, etc. Sauf que dans la famille, on sait qu'il y a des violences physiques, on sait qu'il y a des viols, on sait qu'il y a des incestes, on sait qu'il y a de la violence entre le mari et la femme, on sait, enfin, il y a dans tous les sens, psychologiques, etc., etc. Il y a des meurtres. Il y a des meurtres. Oui. Pour moi, c'est donc une espèce de mensonge millénaire, peut-être plus que millénaire même, et qui est toujours d'actualité. Tu penses que ça a toujours été comme ça? Tu penses pas qu'il y a eu une période où c'était peut-être différent? J'en sais rien. Non, parce qu'il y a encore des pays aujourd'hui où on vend les enfants. Aujourd'hui, oui. Je comprends pourquoi. Hein. Je veux dire, quand on crève tous de faim, Oui, on non. en sacrifie un. Et puis, enfin, oui, voilà, c'est Ouais. simple. Hein. Je veux dire, quand on est dans ces situations-là, on se ferme, le cœur est fermé à un certain nombre de choses. Je pensais que tu allais dire on n'a pas le choix, mais je t'aurais répondu on a toujours le choix. Mais... On a le choix, mais ça devient du coup culturel, sociétal, comme on vend des filles à marier, donc etc., etc. Enfin, il y a tout un système qui se met en place parce que économiquement, il y a des problématiques. C'est culturel. Voilà, c'est culturel, ça devient culturel. Voilà, ça devient donc éducationnel. Donc les autres générations continuent, etc. Quoi. C'est pas pour ça que c'est bien. Hein, Tout à fait. Donc voilà, moi j'ai l'impression d'un énorme mensonge et organisé, légalisé, enfin voilà, c'est Qu'on continue à se raconter à soi-même. qu'on continue à se raconter à soi-même parfois. Oui, moi parfois je discute avec des gens qui me racontent des choses de leur famille, intérieurement je me dis quand même, oh pas mal, ah ouais. Et la personne en face me dit « Ouais, mais enfin voilà, je suis bien heureuse, enfin c'était bien. Hein. » Voilà. C'est donc, deux façons de voir les choses, mais on peut pas non plus aller pousser les gens à dire « Regarde comme c'est moche ça, oh pizza, enfin tu te rends pas compte. » Voilà, c'est aussi la vie des gens et aussi... mais tu as totalement désacralisé la famille. Ouais. Parce que la famille n'est pas sacrée avec toi. Hein. Pas du tout. Et on parle souvent, tu sais, pendant très longtemps, de dire « Oh, les secrets de famille. » Ouais. Ça fait partie des secrets de famille, ça? D'après toi? C'est un secret de famille? Ou c'est un us et coutumes? C'est une bonne question. Je pense que c'est un peu des deux.
Je pense que c'est un petit peu des deux, parce qu'il y a des choses culturelles, il y a des choses éducationnelles, il y a du sexisme qui se mélange là-dedans, il y a, je pense, on parlait de perversion narcissique, aussi un peu l'espèce de folie de ma mère, ou de double personnalité comme ça, il y a un peu tout un chaos aussi là-dedans, tout un truc donc difficile aussi à tirer les ficelles. Mais je pense que vraiment ce que je voulais montrer dans ce film, c'est cette difficulté à tirer les ficelles, justement, dans une famille où il y avait des côtés extrêmement positifs, des côtés extrêmement négatifs. Il y avait de la folie, il y avait de l'éducationnel, il y avait du sociétal, il y avait du sexisme, il y avait, selon les générations, etc., les parcours aussi de ces générations, parce que moi je viens d'une génération d'immigrés polonais. Voilà, ma grand-mère, elle est arrivée en France, elle avait 13 ans, elle a tout laissé derrière elle pour arriver à 13 ans. Voilà, elle a été mariée par sa propre mère au patron de la boîte dans laquelle elle travaillait, où elle était caissière. Donc elle a été mariée à l'âge de 17 ans avec un gars qui avait au moins 10 ans de plus qu'elle. Enfin, voilà, il y a des choses quand même qui sont pas si faciles à vivre dans leur passé. Donc, quand je réfléchis en tant qu'adulte, je me dis, ben oui, forcément, eux-mêmes en tant que parents, ensuite, ils ont balancé des trucs, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. On est d'accord. Mais ils auraient pu faire l'inverse aussi. Ils auraient pu faire l'inverse aussi, oui. Mais je pense que c'était un peu compliqué dans ce milieu-là, ouvriers, immigrés, polonais, etc., mais peut-être qu'il y en a qui ont fait l'inverse, qui ont fait autrement. Mais voilà. De se dire, il faut surtout pas faire vivre ça à mes enfants, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Ça aurait pu, mais voilà. Mais non. Mais en tant que parent, il n'y a pas de mode d'emploi de toute façon. Non, c'est pour ça. Je veux dire, c'est pour ça, c'est compliqué aussi de juger des parents. C'est compliqué d'être parent. De toute façon, c'est compliqué de vivre avec d'autres sans pourrir la vie de l'autre avec sa propre histoire. Donc, qui que ce soit, on en est tous là. On a tous quand même des petites valises. Il y en a d'autres qui ont des plus grosses. Bon, voilà, on s'en débrouille. Et les gens en face, ils s'en débrouillent aussi. C'est toujours... la relation à l'autre est compliquée. Pour ça, je disais tout à l'heure, moi, la relation à l'autre est très compliquée parce que, du coup... j'ai peur de dire les choses parce que je vais les dire de manière trop agressive, donc du coup je me retiens, donc du coup je me bouffe la colère que ça me fait, etc. Donc j'ai des relations qui ont explosé parce que j'y arrivais pas, quoi. J'y arrive toujours pas. Quand tu dis j'ai du mal à dire les choses parce que j'ai peur de me mettre en colère, c'est donc des choses négatives? Oui, par exemple, quelqu'un qui je sais pas, qui gêne dans le quotidien, mais sans forcément être dans une relation toxique ou quoi que ce soit. Simplement, voilà, on est à deux à vivre dans un endroit, et puis là, ce que tu fais, ça me gonfle un peu parce que tu vois, là, moi, etc. Bon, ça, c'était pas possible à dire pour moi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai trouvé la solution, c'est d'être seule. Oui. Mais tu vois, comme tu viens de le dire, c'est pas gênant. Sur ce coup-là, tu me gonfles un peu. Voilà, c'est dit naturellement. Et... Oui, c'est ça. Mais je, au fur et à mesure du temps, ma dernière relation, qui s'est arrêtée il y a 8 ans. Et depuis, je ne peux pas imaginer être avec quelqu'un d'autre. Parce que cette relation, elle a foiré aussi parce que moi, j'étais pas en état d'être complètement moi-même dans une relation, de pouvoir dire les choses calmement, et gérer les trucs. Il y avait des tas de trucs qui peuvent se gérer comme ça plus facilement. Et t'avais pas plus envie que ça de changer non plus? Ça te va bien? Je ne pouvais pas changer à l'époque. Tous ces processus, toutes ces façons d'être étaient trop ancrées. Donc aujourd'hui, j'ai encore beaucoup travaillé pendant ces dernières années, etc., sur moi, etc. Il y a eu le film, il y a vraiment beaucoup de changements. Mais je sais qu'il faut que je fasse très attention. Si je veux rester dans le calme, il faut que ma vie soit calme. Il faut que si j'ai trop de choses à gérer, etc., je pars en vrille assez facilement. Donc je m'énerve facilement. Et donc il faut que je fasse attention à rester calme ou à me calmer, à me dire non, ça va aller, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Enfin voilà, j'ai des petits mantras comme ça qui font que mon quotidien s'apaise. Mais du coup, c'est pas facile, quoi. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un 3e extrait d'une chanson du film. Ça s'appelle Double peine.
D'hier à aujourd'hui, de ces violences aux séquelles. Double peine. Quoi que tu dises ou fasses, tu restes la mauvaise. Celle à montrer du doigt et à mépriser. Double peine. Quoi que tu dises ou fasses, tu restes un objet. Celle à massacrer, dominer, fragiliser. Double peine. Quoi que tu dises ou fasses, tu restes nulle, mauvaise, moche. Celle à humilier, moquer, juger. Double peine. Alors, tu baisses la tête, tu te soumets à leur force physique et mentale. Tu te recroquevilles pour disparaître de leur vue. Tu lèves les épaules par insécurité permanente, par crainte de l'abandon, du rejet, des coups. Tu es agitée, nerveuse, tu dors mal, tu as peur de tout. Tu doutes de tout. Double peine. Tu bois trop, tu manges trop. Tu t'assommes de boulots, d'injonctions de toutes sortes. Tu finis par te haïr, tu te frappes, tu t'insultes. La colère te ronge, t'empêche d'être et de faire. Double peine. Souffrance. Violence contre toi-même. Honte. Culpabilité. Double peine. Ainsi jusqu'à aujourd'hui. À toi de créer la suite. Salut, c'est Johan Sauveur. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Oui, maman, 2 secondes, j'arrive. Je fais un message pour West Track Radio. C'est décalé par rapport à la chanson. Ah ouais. Ouais. C'est Johan Sauveur qu'on vient d'entendre dans le jingle, comédien qui prête sa voix notamment à Howard Wolowitz dans The Big Bang Theory. On l'aura reconnu. Donc double peine. Double peine. Double peine parce que on subit une certaine forme de violence, des violences diverses et variées, et qu'on continue ses propres violences contre soi. De tas de manières différentes. Il y en a qui vont se droguer, il y en a qui vont avoir des relations sexuelles à outrance, il y en a qui... voilà, il y a plein de manières différentes. Il y en a qui aiment les sports extrêmes, par exemple, qui se mettent en danger tout le temps physiquement. Enfin, voilà, il y a plein de manières différentes. Voilà, moi, ça a été l'alcool, ça a été en effet... une pression constante sur ce que je devais faire, comment je devais le faire, etc., quoi. Dans ce film, là, on a entendu quelques mots que moi j'avais notés en regardant le film. Là, t'as dit honte, culpabilité, mais j'avais lu aussi à un moment où tu l'avais dit, je ne sais plus, solitude. Tu te soumets, je l'efface. T'as eu l'impression à un moment de plus exister ? En fait, c'est plus compliqué que ça, là aussi. C'est-à-dire que, par exemple, quand on me posait une question, je sais pas, si on me disait, je sais pas, un truc tout bête, est-ce que tu veux manger ça ? Eh ben, j'avais 4 réponses. C'est-à-dire que je me disais à chaque fois, si je dis ça, l'autre, il va me dire ça. Si je dis ça, l'autre, il va me dire ça. Si je dis ça, ou penser ça, ou sentir que, ou etc. Donc, du coup, je savais que j'avais aucune réponse possible, puisque de toute façon, il allait y avoir un retour qui était pas forcément positif. Voilà. Je savais pas comment... Et ça a été très, très compliqué. En fait, tu anticipais, quoi. J'anticipais tout le temps la situation relationnelle négative qui allait se passer. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est ça. Moi, j'ai un peu l'impression qu'avec ce film, excuse-moi de ma trivialité, tu dis merde quand même. C'est un peu léger de dire ça, hein, c'est réducteur, mais tu dis merde. Et est-ce que, par extension, est-ce que quelque part, à un moment de la vie, quand on vit ça, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut dire merde ? Eh ben, en fait, si on peut trouver le moyen de dire merde, il faut le dire, oui, en effet. Ouais. Parce qu'au tout début du film, j'explique qu'en effet, c'est de moi dont je veux parler, c'est mon parcours de vie, mais qui peut être un parcours de plein d'autres gens, parce qu'il y a des millions de gens sur la planète qui vivent ça, et toujours aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne cite jamais
je ne dis pas ma mère ou mon père ou mon cousin ou ma cousine, etc. Je dis il, je dis elle. Ouais. Chacun se fait son film après. C'est pour ça que j'ai travaillé dans ce sens. Chacun se reconnaîtra. Voilà, c'est ça exactement, oui. Et donc au tout début du film, je dis que ça peut être mon histoire, mais celle des autres aussi. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. C'était quoi ta question, excuse-moi? Dire merde. Dire merde. Et je dis que ce film, c'est aussi l'histoire d'une résilience. Oui. C'est-à-dire à la fin du film, en effet, dans le texte qu'on va écouter tout à l'heure qui s'appelle Refus, je dis merde. Même si ça me fait mal aux tripes, même si ça m'a fait chialer, mais je dis merde. Parce que c'est la seule possibilité de survivre à ce moment-là. On ne peut pas vivre avec des gens qui vous mettent la tête sous l'eau tout le temps. C'est pas possible. Ils disent vous aimez, non. Non, c'est pas ça l'amour. Donc tu dis à un moment, ça fait peut-être partie du travail que tu as fait, c'est qu'à un moment il faut dire stop, il faut dire non, il faut se rebeller quoi. Il faut se rebeller, il faut partir. Alors partir, tu nous as dit un truc assez étonnant. Ouais. Tu nous as dit que tu as coupé tous les ponts. Oui, j'ai coupé les ponts avec toute ma famille, je vois plus personne, je veux plus entendre parler. Et parce que toute cette histoire-là, et surtout le fait qu'à un moment donné, je mette aussi des pieds dans le plat, que je puisse en parler, dire des choses, etc., me rebeller. On parlait de rébellion tout à l'heure, mais j'avais un peu ce côté-là, quand même, en effet, de me mettre en colère quand il se passait des choses. Même si forcément du coup j'avais mauvais caractère parce que je me mettais en colère, mais du coup c'était quand même tout ça a pourri les relations avec tout le monde quoi. Et puis encore après le décès de mon père, il s'est passé des trucs avec une tante, avec un oncle. Je me suis dit mais c'est quoi ces gens qui mentent toutes les 30 secondes là et qui se protègent les uns les autres pour me faire passer comme la crétine de service, la nulle de service, la méchante de service. Donc c'est pas possible. À un moment donné, c'est plus possible quoi d'accepter quoi que ce soit de cet ordre-là. Donc voilà quoi. Au revoir. Est-ce qu'à un moment, tu t'es pas dit je suis malade psychologiquement? Oh là là, mais bien sûr. Je me suis dit mais des centaines de fois que c'est moi qui étais folle. Mais à un moment aussi, est-ce que tu n'as pas compris que finalement la folie était peut-être ailleurs? Alors tout à l'heure, tu me demandais comment je m'étais rendu compte que les choses, en fait, je m'en suis pas rendu compte comme ça d'un coup. C'est justement par rapport à toutes ces thérapies, j'ai réfléchi, j'ai posé des mots, j'ai écrit des trucs, et puis d'autres choses, et puis etc. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de tout ce matériau, et au fur et à mesure de toutes les discussions avec les thérapeutes, avec des amis, avec des gens que je rencontrais dans les thérapies, etc., qu'en fait, c'était pas moi qui déconnais, quoi. Oui, c'est ça. Quand il y avait dans cette famille ça, et puis 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 ça, dirigé contre moi, dire, à un moment donné, on peut se dire, ouais, voilà, je suis un peu le punching ball de tout le monde dans cette famille, quoi. Tout le monde m'a choisi, bon, d'accord, vous êtes gentils, les gars, mais ne pourriez pas aller ailleurs, choisir quelqu'un d'autre, parce que, ouais, c'est bon, là. À quelqu'un d'autre. Voilà, à quel tour. Donc, voilà, et c'est au fur et à mesure de tout ça, je me suis dit, ouais, c'est vraiment, il y a un truc qui déconne de l'autre côté, quoi. Oui, c'est ma façon de vivre les choses. Oui, mais enfin, excuse-moi. Mais si on t'appuie sur le pied toujours au même endroit, une fois, puis 2 fois, 3 fois par jour, et ben au bout d'un moment, t'as mal aux pieds. Oui. Forcément, t'as mal aux pieds. Oui, c'est toi qui ressens le fait d'avoir mal, mais quelqu'un d'autre qui t'appuie sur le pied. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi, l'histoire. C'est vraiment ça. Sauf que la difficulté, c'est en effet, quand j'ai pu en parler avec ma mère, c'était, écoute, ça va pas bien dans ta tête, toi, vraiment, en ce moment, t'es pas bien, hein. T'as le mauvais caractère de ton père, hein. Oh là là. D'accord. Voilà, c'était que des réflexions comme ça. Donc, vulgairement, de passer pour une débile. Oui, c'est ça, oui, une débile, une fragile psychologiquement, voilà quoi. Tu l'étais devenue, en fait. Ah, je le suis devenu, clairement, bien sûr. Comme le pied qui devient fragile au bout de 150 000 fois où on appuie dessus. Mais je pense que, justement, toutes les personnes qui disent, à un moment donné, qui parlent d'inceste, qui parlent de violences diverses et variées, que ce soit les violences sexuelles, que ce soit les violences conjugales, que ce soit les violences, quelles qu'elles soient, psychologiques. La première chose qu'on dit, ah oui, mais c'est ta façon de vivre les choses, c'est toi, c'est la première chose qu'on dit, c'est ça. Et encore aujourd'hui, la première chose qu'on pense, la première chose qu'on dit, c'est « Ouais, mais toi, t'es fragile, toi.
Voilà. On dit pas ah bon, raconte-nous en plus. Non, c'est tout de suite c'est la personne. Et notre système judiciaire, il est encore comme ça. Je pense là plus particulièrement aux violences sexuelles. Notre système judiciaire, il est comme ça. Aux femmes, encore aujourd'hui, on leur dit mais comment vous étiez habillée quand ça s'est passé ? Ça commence un petit peu à changer, ça quand même. Doucement, ça commence mais sûrement. Un petit peu à changer. Oui, tu as tout à fait raison. Ça commence un petit peu à changer, mais on en est quand même parfois encore là. Je dirais qu'il y a quand même des avocats qui luttent et qui militent un peu dans ce sens-là aussi. Oui. Il y a des choses qui changent.